Alors, c'est un grand plaisir de pouvoir converser avec une des grandes sociologues françaises, Christine Musselin, autour de ce débat sur l'avenir de l'éducation supérieure. Les universités sont des organismes extrêmement vivants, très réactifs et qu'il est très difficile de transformer parce que très souvent, ce ne sont pas les méthodes traditionnelles de changement qui vont les faire bouger. Donc si on utilise les méthodes de, de management un peu traditionnel, passer par la hiérarchie, essayer de mettre en place des procédures, définir des règles formelles. Ça marche Mhm. pas très bien dans les Ouais. universités, tout ça. Donc du coup, les politiques comme le New Public Management, qui sont basées sur ce type de recettes quand même, sont assez vite détournées et fonctionnent à chaque fois de manière extrêmement locale. Alors, en parlant de cette question sur les capacités des réformes, et pendant beaucoup d'années, les Français sont occupés dans un grand débat sur le futur, l'avenir du système universitaire français. À ton avis, ils sont quoi les obstacles à cette réforme? C'est un grand thème pour toi dans tes recherches. C'est un thème effectivement qu'on retrouve dans beaucoup de mes travaux, mais moi, ma thèse, ça serait plutôt de dire que les universités françaises se sont énormément réformées. C'est-à-dire que je m'intéresse effectivement dans mes travaux à la réforme, mais je crois qu'on sous-estime la capacité de réforme des universités françaises. Alors comme je le dis parfois, et je devrais pas dire ça à un historien, mais euh, travaillant depuis le milieu des années 80 sur les universités, parfois j'ai un peu l'impression de faire l'histoire des universités, une histoire très récente, mais quand même, bon, ça fait une trentaine d'années quand même. Ouais, Et quand je repense aux entretiens que je faisais au milieu des années 80 et que je vois comment les universités françaises fonctionnent aujourd'hui, ouais. mais il y a eu un Ouais, c'est changement très notable le considérable, changement. Ouais, considérable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle, hein. Pour revenir à la ouais, question, il y a des obstacles. On voit bien que certaines mesures font descendre dans la rue immédiatement ouais. les étudiants ou mes collègues. Bon, mais en même temps, il y a eu vraiment un mouvement extrêmement important de réforme de l'université française. Mhm. Quand j'ai commencé mes travaux, les universités françaises n'existaient pas vraiment en tant qu'institution. C'était quand Ouais, même la grande conclusion du travail que j'avais fait avec Gerhard Friedberg. Et avec différentes réformes, et en particulier la politique contractuelle qui a été mise en place début des années 90 entre le ministère et chaque université, les universités françaises ont commencé à se penser en comme un tant système. qu'établissement, voilà, exactement, Ouais. et à se dire, on peut avoir une politique d'université et pas simplement de faculté, mais il faut attendre 1968 pour qu'avec la loi Faure, des universités soient recréées. Et une fois qu'on les a recréées, il a fallu qu'elles se développent, qu'elles apprennent à se penser en tant qu'institution, et ça s'est fait finalement au tournant des années 90 seulement. Donc un processus très lent parce que ce sont des organisations particulières, mais entre le milieu des années 80 et aujourd'hui, de ce point de vue-là, elles ont véritablement été transformées. Il reste quand même si ce sont des choses qui sont en train de bouger très fortement et des frontières qui sont en train de s'affaiblir, la distinction entre les grandes écoles, les universités et les organismes de recherche, ça aussi, ça fait partie je sais pas si ce sont des obstacles, mais en tous les cas, ça s'inscrit dans la longue durée, donc forcément, ça ne se bouge pas très facilement. Mais en même temps, il y a des capacités de réforme que je trouve quand même assez fortes. Beaucoup plus fortes qu'on ne le dit. Je suis Ouais, plus ouais, ouais. optimiste que beaucoup de J'aime personnes beaucoup sur ces questions-là. cette idée qu'il y a des Ouais, capacités, des ouais, pouvoirs internes que beaucoup de fois on subestime cette ouais. capacité. Moi, je trouve, C'est un je point de vue trouve. bien hirschmanien. Euh, Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait dire que le système américain est peut-être au contraire de ce système français, cette double centralisation, le Oui, hyper-décentralisation de ce système américain? De point de vue français, oui, oui. qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Ah, je crois qu'on voit très mal les États-Unis du point de vue français. Moi, c'est toujours ce qui me
Ouais, ce qui me frappe, c'est-à-dire que les Français ne connaissent aux États-Unis que les research universities et Ouais, ouais. encore Les Princeton, les quelques-unes d'entre Harvard, elles. ouais. Voilà, elles connaissent une quinzaine, peut-être une vingtaine d'universités Mhm. et ils s'imaginent que c'est le système universitaire américain. Ouais, Or, moi, à chaque fois, je leur dis, il n'y a pas de système ouais, universitaire c'est ça. américain. Il y a autant de systèmes publics que d'États américains, premièrement. Et deuxièmement, il y a toutes les universités privées, non-for-profit. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais que Harvard, Princeton, Stanford n'existent aussi que parce qu'il y a aussi ces entités qui sont Je beaucoup suis moins complètement prestigieuses, d'accord beaucoup avec moins ouais. riches. Ouais. Voilà, et c'est un peu le coût à payer si on veut devenir un système identique à celui des États-Unis. Et je crois que ça, c'est pas toujours compris parce que mes collègues français, quand ceux qui sont favorables au système américain, parce qu'il y a aussi ceux qui voient quelque chose d'affreux, un marché, etc. Mais ceux qui ont envie d'aller vers le système américain, ils s'imaginent que tout le monde va aller vers des universités comme Princeton. Et ben non, il y aura quelques universités comme ça, et puis beaucoup d'autres, hein, la très très grande majorité, qui ne seront pas l'équivalent de Princeton. Je voudrais inverser les questions, c'est-à-dire que ce débat est aussi global. Et, d'une perspective française, qu'est-ce qu'on apprend des modèles et des expériments dans l'extérieur et les expériments internationaux et spécialement parce qu'il y a une idée des les solutions du marché. Et on trouvait une pouvoir unique, et spécialement aux États-Unis, l'Angleterre aussi. Moi, je suis pas sûre que ça soit une logique de marché. Je trouve que c'est plus une logique de la compétition qu'une logique du marché. Pas pour dire qu'il n'y a pas de marché du tout. Je pense qu'il y a un marché des étudiants aux États-Unis, par exemple. Il y a certainement aussi un marché des professeurs, au sens où effectivement, on va négocier son salaire. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du marché. Alors, il y a Mais plusieurs marchés, c'est-à-dire. il y a plusieurs Ouais, marchés. ouais. D'une part, il y a plusieurs marchés. Mais pour plein d'autres aspects, on est plus dans la compétition. Par exemple, quand on a des systèmes comme le système de la NSF, quand on essaye d'obtenir des grants, des contrats de recherche, on est sur de la compétition, on n'est pas sur du marché. Quand on essaye de publier un papier, on est dans la compétition, on n'est pas sur le marché. Donc je trouve que trop souvent, on associe marché et enseignement supérieur, alors qu'il me semble que ce qui a vraiment changé dans les années passées, c'est cette augmentation de la compétition. Et de ce point de vue-là, la France a aussi importé un certain nombre de solutions extérieures pour essayer d'accroître la compétition au sein du système français. La question autour de la privatisation et des causes des prix de l'éducation supérieure. Ça, je crois que c'est vrai pour l'enseignement. Ouais. C'est beaucoup moins vrai, je pense, pour la Pour la recherche. recherche, ouais. Mais c'est vrai qu'on voit très bien la transformation qu'il y a eu dans la manière dont on comprend ce qu'est l'enseignement. C'est-à-dire que, il me semble que dans les années 50, on considérait l'enseignement bien plus comme un bien public et avec des retombées collectives. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des gens qui bénéficient de l'enseignement supérieur était bien sûr un bénéfice individuel, mais il y avait aussi l'idée que c'était un bénéfice collectif, que plus on aurait de gens éduqués dans la société, plus la société serait démocratique, plus il y aurait de bien-être, plus etc. Plus il y aurait de bien social finalement attaché, de bien collectif. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement remis en cause. Et à mon sens, ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que je ne nie pas les retombées individuelles de l'enseignement, et on voit très bien que ceux qui ont fait des études, dans tous les pays du monde en général, ont des revenus plus élevés, sont en meilleure santé. Donc il y a des retombées individuelles, mais je pense qu'on néglige beaucoup trop le côté collectif. Ouais. Et quand
demandant aux étudiants de financer leurs futurs revenus. En fait, c'est ça qu'on leur demande de faire, hein. On leur demande de financer leurs études en se disant qu'ensuite ils vont gagner de l'argent, donc qu'ils pourront finalement compenser ce qu'ils ont payé pendant leurs études. Je trouve que là, pour le coup, ça transforme vraiment beaucoup trop souvent les étudiants en consommateurs, uniquement préoccupés de leur employabilité. Et quelque part, ça transforme aussi les enseignants en les rendant beaucoup trop obsédés par le placement des étudiants. Je dis pas que c'est pas important, vraiment, je dis pas ça. Mais je pense qu'une université, ça a aussi autre chose à transmettre. De plusieurs Ça raisons doit... d'exister. Oui, Ouais. oui, voilà. On doit bien évidemment placer nos étudiants sur le marché du travail après, c'est fondamental. Mais j'aimerais aussi qu'ils aient appris à avoir un regard critique au sens positif du terme, hein, être capable de raisonner, être capable de comprendre le monde politique dans lequel ils se trouvent. Enfin, vous voyez, c'est ça Ok. qui me préoccupe aujourd'hui. Je trouve que on est allé trop loin dans la transformation de l'enseignement en bien ou en produit commercial qu'il suffirait de vendre. Oui, c'est difficile et c'est vraiment une préoccupation complètement globale. Alors, Christine, ça, c'est notre première discussion autour de Oui, cette question et on va nous revoir le mois prochain à Paris oui, avec oui, oui. le Global Forum. Merci bien pour tes pensées et on vous voit avec tous tes collègues de Sciences Po et d'autre part de ce système universitaire français à Paris en avril. Merci beaucoup, Christine. Non, mais merci beaucoup, merci OK. d'avoir organisé cette rencontre et puis aussi d'organiser le forum Parfait. en À avril. bientôt. À bientôt, merci, au revoir.